Aujourd'hui, il allait découvrir que la rétribution avait un nom. Le garage empestait l'huile de moteur et les aspirations brisées. Penché sur son établi à 1h du matin, il tentait de réparer la cafetière cassée de Sarah. L'ironie ne lui échappait pas, il réparait quelque chose pour une femme qui le démantelait depuis des mois. La maison était plongée dans un silence absolu, hormis le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine et le craquement occasionnel du bois qui se tassait. C'est alors qu'il l'entendit, le bourdonnement aigu du iPhone de Sarah vibrant contre le comptoir en granit qu'elle avait insisté pour acheter, affirmant qu'il n'en avait pas les moyens, mais qu'elle avait tout de même acquis. Il n'y aurait pas prêté attention, sauf que Sarah n'oubliait jamais son téléphone. Jamais. Cette femme dormait avec cet appareil serré dans sa main comme une couverture de sécurité. Mais ce soir, elle s'était précipitée à sa réunion d'urgence à l'agence de publicité si vite qu'elle l'avait laissé derrière elle. Le téléphone vibra à nouveau, puis encore. Putain de merde, grommela-t-il en essuyant la graisse de ses mains avec un vieux chiffon. Il s'appelait Jack Morrison et était marié à Sarah depuis 23 ans. Il travaillait comme superviseur de chantier, elle était directrice de la création chez Henderson et Associés. Avant, ils étaient heureux. Avant, ils étaient une foule de choses. Il entra dans la cuisine, ses bottes de travail résonnant lourdement sur le plancher de bois franc que Sarah avait choisi lors de la phase de rénovation 3 ans plus tôt. Le téléphone s'illumina avec un autre message, et il jeta un coup d'œil à l'écran sans réfléchir. Elle est occupée pour le moment. Elle appellera plus tard. Son sang se glaça. Il fixa ce message pendant ce qui lui sembla une éternité, mais qui dura probablement 30 secondes. Son cerveau essaya de le traiter, cherchant désespérément une explication innocente. Peut-être s'agissait-il d'un client. Peut-être que Sarah était en réunion avec un type nommé Dave ou Dan, ou... Mais au fond de lui, là où la vérité résidait avant que son cerveau ne comprenne, il savait. Il savait précisément ce que signifiait occuper. Ses mains tremblèrent lorsqu'il ramassa le téléphone. Sarah n'avait pas changé son code d'accès. C'était toujours leur anniversaire de mariage, ce qui lui semblait maintenant une blague cruelle. Il fit défiler les messages, et ils étaient là. Des mois de messages. Des centaines de textos entre Sarah et quelqu'un nommé Derek Henderson. Derek Henderson? Son patron. L'ordure beau parleur aux cheveux argentés qui conduisait une BMW et portait des costumes qui coûtaient plus cher que ce qu'il gagnait en un mois. Sarah, j'ai tellement hâte de te sentir à nouveau en moi. Ma femme est à son club de lecture jusqu'à 10h. Viens, Sarah. Jacques travaille tard. Timing parfait. Il lut message après message, chacun d'eux étant un couteau se tordant dans sa poitrine. Ils avaient une liaison depuis 8 mois. 8 mois de mensonges, de Sarah rentrant tard à la maison avec des excuses concernant des dîners avec des clients et des séances de stratégie le week-end. 8 mois où il avait été le plus grand imbécile du monde. La porte du garage s'ouvrit en grondant. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 1h47 du matin. La réunion d'urgence de Sarah était terminée, et elle rentrait à la maison auprès de son mari aimant et naïf. Sauf qu'il n'était plus naïf. Il entendit ses talons claquer sur le sol du garage. Puis la porte de la cuisine s'ouvrit. « Jacques, tu es encore debout ? Chérie ? Chérie ?» Le mot avait un goût de poison dans l'air. « Ici » répondit-il, sa voix étonnamment calme. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, toujours vêtue de ses vêtements de travail, une jupe noire qui moulait ses hanches et un chemisier blanc légèrement froissé. Son rouge à lèvres avait disparu, et ses cheveux étaient ébouriffés juste assez pour raconter une histoire qu'il ne voulait pas entendre. « Que fais-tu encore debout à cette heure-ci » demanda-t-elle, puis remarqua son téléphone dans ses mains. « Oh, tu as trouvé mon téléphone. Je le cherchais partout. » Il leva l'appareil, l'écran brillant encore du message de Derek. « Ouais, je l'ai trouvé. Avec du matériel de lecture intéressant. » La couleur disparut du visage de Sarah. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit à nouveau, comme un poisson en quête d'air. « Jacques, je peux expliquer. »« Tu peux » l'interrompit-il, sa voix se durcissant. « Tu peux expliquer 8 mois de liaison avec ton patron ? Tu peux expliquer lui avoir dit à quel point tu aimes la façon dont il te touche ? Tu peux expliquer planifier vos petits rendez-vous pendant que je travaille 60 heures par semaine pour payer cette maison et ta voiture et tes vêtements de marque. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais il s'en fichait. La femme qu'il aimait depuis l'université, la femme avec qui il avait construit une vie, vivait un mensonge depuis des mois. C'est arrivé comme ça,
Jacques. Je ne voulais pas que ça arrive. Il claqua le téléphone sur le comptoir avec une telle force que l'écran se fissura. Rien n'arrive comme ça. Pendant 8 mois, tu as fait un choix. À chaque fois que tu écartais les jambes pour lui, tu faisais un choix. Sarah tressaillit comme s'il l'avait frappée. Ne me parle pas comme ça. Tu ne comprends pas la pression que j'ai au travail, la façon dont Derek me fait sentir. La façon dont Derek te fait sentir? Il rit, mais il n'y avait aucune joie. Et la façon dont je me sens, alors? Et ces 23 ans de mariage, alors? Et les vœux que tu as prononcés? Tu ne comprends pas, rétorqua Sarah, sa voix gagnant en assurance, plus provocante. Tu rentres à la maison couvert de terre et de sueur, en parlant d'échéanciers de chantier et d'heures supplémentaires. Derek comprend mon monde. Il est raffiné. Il est riche, termina-t-il. Dis-le, Sarah. Il est riche. Et moi, je ne le suis pas. Elle détourna le regard, ce qui valait toutes les réponses. C'est à ce moment-là qu'il prit sa décision. Pas la vengeance qui viendrait plus tard, mais la décision de cesser d'être le souffre-douleur de sa propre histoire. Il attrapa son téléphone et tapa un message au numéro de Derek Henderson. Inutile qu'elle appelle plus tard. Tu peux l'avoir. C'est fini entre nous. Il appuya sur envoyer et observa le visage de Sarah se décomposer tandis que son téléphone vibrait avec la notification. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-elle. Je t'ai libéré, répondit-il en attrapant les clés de son pick-up sur le crochet près de la porte. Tu veux Derek Henderson, tu l'as. J'espère qu'il vaut la peine de tout perdre. Il la dépassa en direction du garage, mais elle lui saisit le bras. Jacques, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. On peut. Il se retourna pour la regarder une dernière fois. Cette femme qu'il avait aimée, qui avait partagé son lit, ses rêves et sa vie. Cet inconnu qui lui mentait effrontément depuis des mois. Sarah, dit-il calmement, la seule chose qu'on a à arranger, c'est le partage des biens lors du divorce. Il monta dans son pick-up et sortit du garage en marche arrière, la laissant là, dans la cuisine, avec son téléphone brisé et ses mensonges brisés. En s'éloignant, il vit des phares tourner dans leur rue. Une BMW noire. Derek Henderson qui venait limiter les dégâts. Mais il était trop tard pour ça. Les dégâts étaient faits, et il était temps d'en assumer les conséquences. Il traversa les rues désertes de leur petite ville, longeant les magasins fermés et les maisons obscures où des gens normaux dormaient dans leur lit, faisant confiance à leurs conjoints, menant une vie honnête. Le genre de vie qu'il pensait avoir jusqu'à il y a 1 heure. Son téléphone sonna. Sarah? Il refusa l'appel. Il sonna à nouveau. Le numéro de Derek cette fois. Il refusa celui-là aussi. Il pouvait paniquer autant qu'il voulait. Il pouvait s'agiter, comploter et essayer de trouver comment maîtriser ce chaos. Mais ils avaient oublié une chose importante à propos de Jack Morrison. Il était peut-être un homme du peuple qui se salissait les mains pour gagner sa vie, mais il n'était pas stupide. Et il était hors de question qu'il se fasse avoir. Plus jamais. Il finit par atterrir au Murphy's Tavern, le genre de bouge où la bière est bon marché, l'éclairage est tamisé et personne ne pose de questions sur la raison pour laquelle vous buvez seul à 2 heures du matin. Le barman, un vieux briscard du nom de Pete, se contenta d'acquiescer lorsqu'il commanda un whisky et le laissa seul avec ses pensées. Ses pensées n'étaient pas jolies. 23 ans. C'était la durée de son mariage avec Sarah. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle étudiait le marketing, il obtenait son diplôme en gestion de la construction. Elle était intelligente, drôle et avait ce rire qui pouvait illuminer une pièce. Il tomba amoureux, violemment, rapidement et profondément. Et par un miracle, elle tomba amoureuse de lui aussi. Ils se marièrent juste après l'obtention de leur diplôme, achetèrent leur première maison, un petit plain-pied de 2 chambres qui avait besoin d'être entièrement rénové. Il fit la plupart des travaux lui-même, et Sarah l'aidait, lui tendant des outils, peignant les murs et faisant de grands projets pour leur avenir. Ils allaient avoir des enfants. Elle allait faire carrière. Il allait créer sa propre entreprise de construction. Ils allaient vieillir ensemble. Une partie de tout ça s'est réalisé. La carrière de Sarah a décollé comme une fusée. Elle a gravi les échelons chez Henderson & Associates, remportant des prix et attirant de gros clients. Sa carrière dans la construction se déroula bien aussi. Il devint superviseur, gagna bien sa vie et leur assura une vie confortable.
Mais les enfants ne sont jamais venus. Après des années d'essais et de déceptions, ils ont simplement cessé d'en parler. L'espace où ces enfants auraient dû être s'est rempli d'autres choses. Le travail, les loisirs, la lente dérive qui se produit lorsque deux personnes cessent de se voir vraiment. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer, même lorsqu'elle a commencé à travailler de plus en plus tard, même lorsqu'elle a commencé à voyager davantage pour affaires. Même lorsque les moments intimes entre eux sont devenus rares et mécaniques. Il pensait que c'était juste une mauvaise passe. Il pensait qu'ils allaient s'en sortir. Il avait à moitié terminé son deuxième whisky lorsque quelqu'un s'assit sur le tabouret de bar à côté de lui. Jack Morrison, buvant seul au Murphy S à 2h30 du matin. Ça ne sent pas bon. Il leva les yeux et vit le détective Ray Sullivan installer son imposante stature sur le tabouret. Ray et lui venaient de loin. Ils avaient joué au football ensemble au lycée avant qu'il n'entre dans la police et lui dans la construction. Il était à 3 ans de la retraite, avec des cheveux gris, un ventre à bière et le genre de regard blasé que l'on acquiert à force de voir trop de stupidité humaine. Ray, acquiesça-t-il. Qu'est-ce qui t'amène dans cet établissement raffiné? J'ai reçu un appel concernant une dispute conjugale rue Elm. Finalement, rien de grave. Des étudiants bourrés qui se disputaient une fille. J'ai vu votre camion sur le parking en revenant au poste. Il fit signe à Pete pour une bière. Tu veux me dire pourquoi tu as l'air d'avoir perdu ton meilleur ami? Il pensa à mentir, à inventer une histoire de stress au travail ou d'insomnie. Mais Ray était flic depuis 25 ans. Il sentait les conneries à des kilomètres. Sarah a une liaison, dit-il simplement. La bière de Ray s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Putain, Jacques, tu en es sûr? Je récupérai mon téléphone et lui présentai quelques-uns des SMS que j'avais photographiés avant le retour de Sarah. Le visage de Ray s'assombrit à chaque écran. Derek Henderson, déclara Ray en me rendant le téléphone. Ce nom me dit quelque chose. Il dirige cette agence de publicité prestigieuse en centre-ville. Marié à une mondaine, avec des enfants scolarisés dans le privé. En effet, eh bien, apparemment, ses ambitions vont au-delà de l'agence de publicité. Ray resta silencieux un long moment, buvant sa bière tout en assimilant l'information. Finalement, il demanda, « Quelles sont tes intentions ?» C'était une question pertinente. La ligne de conduite judicieuse serait de prendre un avocat, d'entamer une procédure de divorce, de partager nos biens et de continuer ma vie à l'approche civilisée, mature. Cependant, je n'étais pas d'humeur à la civilité. Je n'ai pas encore décidé, répondis-je. Mais je ne vais pas simplement me soumettre. Ray scruta mon visage. Jacques, j'ai vu de bons hommes sombrer dans la dépravation à cause de femmes infidèles. Évite toute action imprudente. Définis imprudente. Tout ce qui pourrait te valoir une arrestation. Tout ce qui pourrait nuire à des innocents. Tout ce qui te ferait passer pour l'antagoniste de cette histoire. Je finis mon whisky et reposai le verre avec force. Peut-être que j'aspire à être l'antagoniste, Ray. Peut-être que j'en ai assez d'être le type vertueux qui se fait constamment exploiter. Non, ce n'est pas le cas, affirma Ray d'un ton ferme. Tu es blessé et furieux, et tu as tout à fait le droit de te sentir ainsi. Tu n'es pas un antagoniste, Jacques. Ne la laisse pas te transformer en un. Nous restâmes un moment dans un silence pensif, deux hommes d'âge mûr réfléchissant aux décombres des promesses de la vie. Finalement, Ray reprit la parole. Tu veux mon avis? Ai-je le choix? Documente tout. Rassemble des preuves. Fais les choses correctement et tu gagneras ce divorce. Fais-les mal et tu perdras tout. J'ai déjà tout perdu, déclarai-je. Non, rétorqua Ray. Tu as perdu une femme infidèle. Crois-moi, ce n'est pas tout. Mon téléphone vibra, signalant un nouvel appel de Sarah. Je le refusai sans même regarder l'écran. Elle insiste, observa Ray. Elle panique. Derek lui a probablement dit de régler ça avant que sa femme ne découvre la vérité. Ray se pencha plus près. Sa femme n'est pas au courant? J'en doute. Les hommes riches comme Henderson ne mettent pas en péril leur existence confortable pour des aventures avec des collègues de bureau. Il a trop à perdre. Un sourire progressif illumina le visage de Ray. Tu sais, Jacques, il y aurait peut-être des moyens de s'assurer que les bonnes personnes reçoivent les bonnes informations. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Je regardais mon ami de longue date, discernant la lueur dans ses yeux. Hypothétiquement, je veux dire, si quelqu'un devait rassembler des preuves d'une liaison ou des photos,
des documents, des témoignages. Ces preuves pourraient par inadvertance se retrouver entre les mains de personnes intéressées, des épouses, des employeurs, peut-être même le journal local si l'histoire était suffisamment croustillante. Cela sonne presque comme de la vengeance, inspecteur Sullivan. Pas de la vengeance, simplement de la rigueur. Je crois aux enquêtes approfondies. Pour la première fois depuis la découverte de ces SMS, j'esquissai un sourire sincère. Ray, espèce de magnifique idiot, tu es en train de me suggérer d'enquêter sur la liaison de ma femme. Je suis en train de te suggérer que tu mérites de connaître toute la vérité. Toute la vérité. La durée de la liaison, leur lieu de rencontre, les promesses qu'ils se sont faites. Le savoir, c'est le pouvoir, Jacques. Et qu'est-ce que je ferais de ce savoir? Rehaussa les épaules. Tout ce qu'un homme raisonnable ferait. Le partager avec les parties concernées. S'assurer que justice soit faite. Je repensais à Sarah rentrant à la maison avec les cheveux en bataille et le rouge à lèvres manquant. Je pensais à Derek Henderson et à ses costumes coûteux, se croyant supérieur au mari ouvrier qu'il trahissait. Je pensais à 8 mois de mensonges et de trahison, et à la vie que je menais, qui s'était avérée être une pure invention. Hypothétiquement, comment sais-je, comment quelqu'un s'y prendrait-il pour rassembler ses preuves? Ray sourit. Eh bien, hypothétiquement, quelqu'un pourrait commencer par examiner les relevés de cartes de crédit, les relevés téléphoniques, les reçus d'hôtel. Quelqu'un pourrait visiter les endroits fréquentés par les infidèles. Quelqu'un pourrait même avoir des connaissances dans le secteur de la sécurité qui pourraient fournir des images de surveillance. Ça a l'air compliqué. Pas si vous avez de l'aide. Pas si vous avez quelqu'un qui connaît les procédures d'enquête. Je considérerais ce vieil ami qui se proposait de m'aider à détruire les individus qui avaient détruit mon mariage. Cela aurait dû sembler déplacé. J'aurais dû avoir l'impression de franchir une limite. Au lieu de cela, j'avais l'impression que justice était faite. Quand est-ce qu'on commence? Demandai-je. Ray finit sa bière et laissa $20 sur le comptoir. On commence demain. Ce soir, tu rentres chez toi et tu agis normalement. Ne révèle pas nos intentions. Ils sont probablement chez moi en ce moment, en train de tenir une sorte de réunion de crise. Encore mieux. Laissons-les paniquer. Laissons-les commettre des erreurs. Les individus paniqués font des choses imprudentes, et les choses imprudentes laissent des preuves. Je me levai, me sentant plus concentré que je ne l'avais été depuis des heures. La douleur persistait. La trahison brûlait toujours. Mais maintenant, j'avais un but. Maintenant, j'avais un plan. Ray, dis-je en approchant de la porte, merci. Ne me remercie pas encore, répondit-il. Remercie-moi quand nous aurons fini. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. Mon pick-up était garé à côté de la voiture de patrouille de Ray sur le parking désert. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un nouveau jour, et je commencerais à reprendre ma vie en main. Encore une chose, dirais alors que nous atteignions nos véhicules. Quoi que nous découvrions, quoi que nous en fassions, nous le faisons correctement. Légalement. Proprement. Pas de raccourci. Je ne participerai à rien qui franchisse la ligne rouge. Compris? Bien. Il entra dans sa voiture, puis baissa la vitre. Jacques, elle va essayer de te convaincre que c'est de ta faute. Que tu l'as poussée à faire ça, que tu n'étais pas assez pour elle. N'écoute pas ces bêtises. Une tricheuse est une tricheuse, et la seule personne responsable de ses choix, c'est elle. Je hochai la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Ray s'éloigna en voiture, me laissant seul sur le parking avec mes pensées et mes plans. Je montai dans mon pick-up et rentrai chez moi, me demandant ce que j'allais trouver en arrivant. Quoi que ce soit, j'étais préparé. La phase de victime de ma vie était terminée. Maintenant, venait l'heure des comptes. Je me garai dans mon allée à 3h15 du matin et découvris que la BMW de Derek Henderson était toujours garée dans la rue. Les lumières étaient allumées dans mon salon, et je pouvais distinguer 2 silhouettes à travers les rideaux, les têtes proches l'une de l'autre et engagées dans ce qui semblait être une conversation intense. Parfait. Laissons-les s'agiter. Laissons-les tenter de contenir le désastre qu'ils avaient créé. Je me garai dans le garage et restai assis dans mon pick-up pendant un moment, me reprenant. Ray avait raison. Je devais jouer intelligemment. Pas de crise émotionnelle. Pas de confrontation théâtrale. Juste des manœuvres froides et calculées vers un objectif précis,
la destruction complète de la vie confortable de Derek Henderson et de la carrière de Sarah. Je traversai le garage pour entrer dans la cuisine, faisant suffisamment de bruit pour annoncer mon arrivée. La conversation dans le salon cessa brusquement, suivie de chuchotements urgents et d'un bruit de mouvement. Sarah apparut dans l'embrasure de la cuisine, les yeux rouges d'avoir pleuré. Derrière elle, Derek Henderson se tenait maladroitement près de la cheminée, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. « Jack, dit Sarah, la voix tremblante, il faut qu'on parle. »« Non, dis-je, en ouvrant le réfrigérateur et en prenant une bière. C'est vous qui devez parler. Moi, je dois écouter l'histoire inventée que vous avez concoctée. » Derek s'avança, essayant d'avoir l'air autoritaire en personne. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé, peut-être 1,78 m, un peu rondouillard, avec ce type de teint pâle qui résulte d'un temps excessif passé dans les salles de réunion et d'un temps insuffisant passé au soleil. « Jack, je veux que tu saches que Sarah et moi n'avons jamais eu l'intention que ça arrive. C'était juste. » « Arrêtez tout de suite, l'interrompis-je, en pointant ma bouteille de bière vers lui. Vous êtes chez moi à 3 heures du matin parce que vous couchez avec ma femme depuis 8 mois. La dernière chose que j'ai envie d'entendre, c'est que vous n'avez jamais eu l'intention que ça arrive. » Le visage de Derek devint rouge. Il n'est pas nécessaire d'être grossier. Je ris, un son dur qui les fit tous les deux tressaillir. Grossier? Vous voulez parler de grossier? Que dites-vous de coucher avec la femme d'un autre homme pendant qu'il fait des heures supplémentaires pour payer son train de vie? Que dites-vous de mentir à votre propre femme pendant que vous jouez à la famille avec la mienne? Jack, s'il te plaît, dit Sarah en se plaçant entre nous. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir et en discuter comme des adultes? Des adultes? Je pris une longue gorgée de ma bière, les observant tous les deux. Les adultes ne se faufilent pas derrière le dos de leur conjoint pendant 8 mois. Les adultes n'envoient pas de SMS disant qu'ils ont hâte de se sentir l'un dans l'autre. Le visage de Sarah devint blanc. Derek avait l'air sur le point de vomir. « Tu les as tous lus, n'est-ce pas » murmura Sarah. « Absolument tous. Très instructif. J'ai particulièrement aimé celle où tu lui as dit que tu aurais aimé le rencontrer avant de m'épouser. C'était une délicate attention. » Derek s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre contenance. « Écoute, Jack, je comprends que tu sois contrarié. » Contrarié? Je reposai ma bière et fis un pas vers lui. Derek recula instinctivement. « Je ne suis pas contrarié, Derek. Je suis furieux. Il y a une différence. On peut arranger ça, dit Sarah, désespérée. On peut aller voir un conseiller. On peut. Sarah, tais-toi. » Ma voix était basse, mais elle trancha ses mots comme une lame. Tais-toi, et laisse-moi réfléchir. Je me dirigeai vers la fenêtre de la cuisine et regardai dehors dans la rue. Quelques lumières s'allumaient dans les maisons. Les lève-tôt qui se préparent pour aller travailler. Des gens normaux qui vivent des vies normales. Des gens qui n'ont pas à faire face à un conjoint infidèle et à un patron briseur de ménage. Quand je me retournai, Derek et Sarah se tenaient la main. Cette vue me retourna l'estomac. Voilà ce qui va se passer, dis-je calmement. Derek, tu vas monter dans ta voiture et rentrer chez toi, auprès de ta femme et de tes enfants. Tu vas faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Derek acquiesça avec empressement, visiblement prêt à s'échapper. Sarah, tu vas faire une valise et trouver un endroit où loger. Je me fiche de l'endroit. La maison de Derek, un hôtel, chez ta sœur. Je m'en fous. Mais tu ne dormiras pas dans mon lit ce soir. Jack, c'est ma maison aussi. Plus maintenant. Pas après ce que tu as fait. Derek serra la main de Sarah. Tu peux loger au Marriott du centre-ville. Je paierai. La désinvolture avec laquelle il se proposa de couvrir ses frais d'hôtel en disait long sur leur dynamique. C'était plus que de simples relations extra-conjugales, Derek subvenait déjà financièrement aux besoins de Sarah. Probablement depuis plusieurs mois. Comme c'est généreux, remarquai-je, c'est bien le moins que tu puisses faire après avoir fait dérailler nos devis. Le visage de Derek se durcit. Maintenant, écoute-moi bien, Jack. Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'avançai, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il soit obligé de tendre le cou pour croiser mon regard. Tu es un prédateur. Tu as exploité ta position d'autorité pour séduire ma femme, et maintenant tu essaies de te faire passer pour la victime. Mais voilà le nœud du problème, Derek. Je ne vais pas me retirer discrètement en arrière-plan.
Je ne vais pas simplement disparaître pour que vous deux puissiez jouer à la famille sans subir de répercussions. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Sarah. Je lui offris un sourire dépourvu de chaleur. Ça veut dire que vous avez tous les deux fait des choix. Maintenant, vous devez assumer les conséquences. Derek et Sarah échangèrent des regards anxieux. Bien. Ils devraient être inquiets. Je veux que vous quittiez tous les deux ma maison dans les 10 prochaines minutes, déclarai-je. Après ça, Sarah, toute communication se fera par l'intermédiaire d'un avocat. Derek, si tu pénètres de nouveau sur ma propriété, notre prochaine conversation sera d'une toute autre nature. Derek s'enfuit presque vers la sortie. Sarah s'attarda, des larmes coulant sur ses joues. Jacques, je sais que tu as de l'animosité envers moi en ce moment, mais je t'aimais sincèrement. Je t'aime toujours. À ma façon. À ta façon, fis-je écho. Oui, je connais ta façon, Sarah. Elle implique de grandes quantités de tromperie et l'offre de tes faveurs à ton supérieur. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme pur. Elle recula comme si elle avait été frappée. Il n'y a pas besoin d'une telle cruauté. Cruelle? Je vidai ma bière et déposai la bouteille vide sur le comptoir. Ma chère, je n'ai fait qu'effleurer la surface de la cruauté pour l'instant. Quelque chose dans mon intonation dut l'alarmer, car elle monta précipitamment les escaliers pour faire ses bagages. Je pouvais entendre le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, des cintres qui glissaient sur la barre du placard, le dénouement audible d'une vie. 20 minutes s'écoulèrent, puis elle fut partie. Je restai debout dans ma maison désolé, à écouter le silence qui suivit. Pour la première fois depuis ce qui semblait des mois, peut-être même des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. L'atmosphère n'était plus saturée de tromperie et de trahison. Je traversais les pièces que Sarah et moi avions autrefois partagées, les percevant avec une clarté nouvelle. Les meubles extravagants qu'elle avait insisté pour acheter, les œuvres d'art qu'elle avait choisies, les coussins décoratifs qui ne servaient à rien d'autre qu'à donner au canapé un air de sophistication. Rien de tout cela n'évoquait plus un sentiment de foyer. Cela ressemblait à un décor de théâtre, méticuleusement agencé pour une vie qui n'avait été qu'une performance. Mon téléphone portable vibra, indiquant un message texte entrant de Ray. « Comment ça s'est passé ?» Je répondis. « Ils sont partis. » « Quand est-ce qu'on commence à creuser ?»« Dès demain matin. »« Repose-toi un peu. Tu vas en avoir besoin. » Je parcourus la maison une dernière fois du regard, puis montai à l'étage, dans ma chambre. Sarah s'était débarrassée de la majeure partie de ses vêtements, mais avait ostensiblement conservé la lingerie que je lui avais offerte pour Noël, ces pièces somptueuses qu'elle prétendait être trop extravagantes pour être portées au quotidien. Maintenant, je comprenais, je savais pour qui elle les réservait. Je ramassai chaque fragment de dentelle et de soie, les transportai en bas et les déposai dans la cheminée. J'allumai une allumette et observai les flammes consumer le tissu, tourbillonnant au-dessus des vestiges d'une intimité qui s'était avérée être une fabrication. Alors que le dernier morceau de matière se transformait en cendres, je fis un vœu solennel. Derek Henderson et Sarah Morrison croyaient pouvoir me trahir et s'en tirer indemnes. Ils présumaient que je serais la victime silencieuse et digne, endurant en silence pendant qu'ils bâtiraient leur nouvelle existence sur les ruines de l'ancienne. Ils se trompaient lourdement. Avant que j'en aie terminé avec eux, ils regretteraient le jour où ils avaient fait la connaissance de Jacques Morrison. Je me couchai ce soir-là avec une conscience tranquille et une sombre détermination. La véritable entreprise commencerait le lendemain. Ray se matérialisa à ma porte le lendemain matin à 7 heures précises, muni de 2 tasses de café et d'une enveloppe Kraft débordant de documents. « Tu as l'air épouvantable », commenta-t-il en me tendant l'une des tasses. Je n'ai pas bien dormi. J'avais passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, oscillant entre une fureur incandescente et une planification méticuleuse. Que contient l'enveloppe? Le début de la semaine extrêmement désagréable de Derek Henderson. Ray s'installa sur l'une des chaises de la cuisine et déplia le dossier. J'ai mené quelques enquêtes préliminaires hier soir. Ton petit Derek a été particulièrement actif. Je m'assis en face de lui, m'efforçant de rester concentré malgré mon épuisement. Que as-tu déterré? Commençons par les bases. Derek Henderson, 52 ans. Marié à Patricia Henderson depuis 18 ans. 2 enfants. Un garçon de 16 ans, une fille de 14, vit dans une résidence de 4 millions de dollars sur le lac Sebago. Conduit une BMW, possède un bateau et est membre du country club. On dirait un véritable pilier de la communauté.
Oh, ça s'améliore. Henderson & Associates figure parmi les agences de publicité les plus prospères de l'État. Derek est l'actionnaire majoritaire. Et, selon les registres publics, l'entreprise est évaluée à environ 12 millions de dollars. Je laissai échapper un sifflement discret. Pas étonnant que Sarah ait été impressionnée. C'est là que ça devient intéressant. Ressortit une pile de relevés de cartes de crédit. J'ai une connaissance qui travaille dans les enquêtes financières. Hypothétiquement parlant, si quelqu'un souhaitait examiner de près les habitudes de dépenses de Derek Henderson, il pourrait découvrir des débits assez convaincants. Il étala les relevés sur la table. Même à l'envers, je pouvais discerner les entrées surlignées. Chambre d'hôtel, déclara Ray en montrant les débits. Invariablement le même établissement. L'Eastland Park Hotel au centre-ville. Constamment réservé pour 3 heures l'après-midi. Constamment payé avec la carte de crédit personnel de Derek, pas le compte de l'entreprise. Astucieux. Il les sépare des dépenses de l'entreprise. Pas assez astucieux. Observez les dates. J'examinai attentivement les débits surlignés, et une tendance commença à se dessiner. Tous les mardis et jeudis depuis 8 mois, avec quelques après-midi de semaines aléatoires intercalées. Sarah travaille tard les mardis et jeudis, remarquai-je, les pièces du puzzle s'assemblant. Bingo. Et observez ceci. Reproduisis un autre document. Image de sécurité de l'hôtel. Journal des demandes. Devinez qui a demandé l'accès aux caméras de surveillance du parking pour ces dates précises. Votre ami de la sécurité de l'hôtel. Il se trouve qu'il conserve les images pendant 6 mois avant de les écraser. Nous possédons des enregistrements de la BMW de Derek et de la Honda de Sarah arrivant et partant ensemble à au moins une douzaine de reprises. J'éprouvai un sentiment de satisfaction. Cela constituait une preuve tangible, irréfutable qui résisterait à un examen juridique. Il y a plus, continua Ray. Derek a utilisé sa carte de crédit professionnelle pour régler les notes de restaurant haut de gamme. Invariablement pour 2 personnes, invariablement les soirs où il a dit à sa femme qu'il travaillait tard. Comment sais-tu ce qu'il a dit à sa femme? Ray sourit. Parce que Patricia Henderson est une membre remarquablement active du Lexebago Women's Club. Il publie un bulletin d'information. Chaque mois, Patricia rédige une brève chronique relatant sa vie de famille, expliquant notamment à quel point elle est fière de son mari assidu, qui a consacré tant d'heures supplémentaires ces derniers temps à la recherche de nouveaux clients. Mon Dieu! Elle est totalement inconsciente de tout. Entièrement. Et les associés de Derek le sont aussi. J'ai parlé avec la secrétaire de Henderson & Associates. Derek les a informés qu'il rencontrait des clients potentiels les mardis et jeudis après-midi, des clients qui sont purement fictifs. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, absorbant l'information. Derek Henderson ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il trompait ses associés et utilisait le temps de l'entreprise pour sa relation illicite. Et Sarah, ai-je demandé. Votre femme a été plus discrète, mais pas suffisamment. Elle a utilisé sa carte de crédit personnel pour des achats tels que de la lingerie, du parfum et des pilules contraceptives. Des contraceptifs? J'ai eu l'impression d'avoir été agressé physiquement. Nous n'avons pas utilisé de contraceptifs depuis 10 ans. Nous essayons d'avoir un enfant. L'expression de Ray s'est adoucie. Je suis désolé, Jacques. Je comprends que ce soit difficile à entendre. Non, c'est utile de le savoir. Cela signifie qu'elle préméditait cela, et ne se contentait pas de succomber à la tentation. J'ai inspiré profondément, réprimant les émotions naissantes. Quoi d'autre? Sarah reçoit des soins capillaires tous les mardis matins dans un salon de luxe du centre-ville. Manucure, pédicure, la totale, invariablement facturée sur sa carte personnelle. Invariablement le jour où elle rencontrait Derek, l'image devenait de plus en plus claire, et elle était bien plus sordide que je ne l'avais imaginé. Sarah n'avait pas simplement une liaison, elle orchestratait une tromperie à grande échelle. Se préparer pour son amant tout en me fabriquant des excuses pour travailler tard. Combien de preuves avons-nous, ai-je demandé. Suffisamment pour étayer la liaison devant les tribunaux. Suffisamment pour vous assurer un règlement de divorce favorable. Cependant, si vous voulez réellement faire du mal, nous avons besoin de plus. Quel genre de plus? Ray s'est penché en avant, sa voix baissant. Nous devons démontrer que Derek a détourné des ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Nous devons établir que Sarah a négligé ses véritables responsabilités professionnelles.
Nous avons besoin de preuves qui ruineront leur réputation professionnelle, pas seulement leur vie personnelle. Comment obtenir cela? Nous avons besoin d'un initié, quelqu'un chez Henderson et Associés qui puisse nous donner accès à l'agenda de Derek, à sa correspondance électronique, à ses dossiers clients. J'ai réfléchi aux personnes que Sarah avait mentionnées de son lieu de travail au fil des ans. Son assistante, les autres directeurs artistiques, les chargés de clientèle qu'elle a dénigrés. La plus proche confidente de Sarah au travail est Jennifer Walsh, ai-je déclaré. Elles sont très proches depuis des années. Jennifer est la directrice des ressources humaines. Parfait. Les directeurs des ressources humaines ont accès à tout. Dossiers du personnel, journaux des emails, notes de frais. La question est de savoir si nous pouvons persuader Jennifer de nous aider. Pourquoi nous aiderait-elle? C'est l'amie de Sarah. Rhea sourit. Parce que mon amie Jennifer Walsh a ses propres raisons de vouloir voir Derek Henderson redescendre de quelques crans. Il a produit un autre document, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'homme du Maine. Jennifer Walsh a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Derek Henderson il y a 6 mois, alléguant qu'il avait tenu des propos inappropriés sur son apparence, l'avait touché sans son consentement et avait créé un environnement de travail hostile. La plainte a été retirée 2 semaines plus tard. Retirée pourquoi? Selon le dépôt, les parties sont parvenues à un règlement mutuellement satisfaisant, ce qui signifie généralement que Derek l'a indemnisée pour qu'elle reste silencieuse et acquiesce. J'ai examiné la plainte, discernant une opportunité dans chaque ligne. Donc, Jennifer Walsh a des raisons de détester Derek Henderson. Et si elle découvrait que Derek a une liaison avec sa plus proche amie, en utilisant le temps et les ressources de l'entreprise dans le processus, elle pourrait être tout à fait disposée à nous aider à recueillir des preuves. Ceci, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas déjà au courant de l'indiscrétion. Il n'existe qu'un seul moyen de connaître la vérité. Ray a ramassé les papiers et les a remis dans le dossier. Envie d'aller faire un tour en centre-ville? Henderson et Associés commencent ses activités à 8h30. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était déjà 8h15. Dans 15 minutes, Sarah entrerait sur son lieu de travail, feignant la normalité. Derek serait installé dans son bureau, essayant probablement d'atténuer les retombées de la nuit précédente. Ils se croyaient en sécurité. Ils avaient l'impression de pouvoir dicter le récit, gérer la situation, peut-être même me persuader de partir tranquillement. Ils étaient sur le point de comprendre l'ampleur de leur erreur. Allons-y, ai-je déclaré, saisissant ma veste. Il est temps de rencontrer Jennifer Walsh. Alors que nous nous dirigions vers le véhicule de Ray, j'ai ressenti un sentiment d'utilité qui m'avait échappé depuis des mois. Pour la première fois depuis que j'avais découvert ces SMS, je ne faisais plus que réagir au choix d'un autre. J'exerçais ma propre volonté, et mon choix était la guerre. Henderson et Associés occupaient les 3 derniers étages d'un immeuble de bureaux en verre au centre-ville de Portland. Le hall était orné de marbre et de chrome, mettant en valeur des œuvres d'art abstraites sur les murs et une réceptionniste qui semblait tout droit sortie des pages d'un magazine de mode. Ray et moi sommes montés en ascenseur jusqu'au 3e étage, où se trouvait le service des ressources humaines. La stratégie était simple. Je devais aborder Jennifer Walsh en tant que mari inquiet ayant récemment découvert l'infidélité de sa femme, cherchant des réponses et du soutien. Ray resterait discrètement en retrait, me laissant mener la conversation. Le bureau de Jennifer était situé au bout d'un long couloir, agrémenté d'affiches de motivation et de plaques de reconnaissance des employés. À travers la cloison de verre, j'ai aperçu une femme, paraissant avoir la quarantaine, avec des cheveux blonds courts et un visage déterminé, tapant avec une concentration fervente sur son ordinateur. J'ai frappé sur l'encadrement de la porte. Elle a levé les yeux, et j'ai détecté de la reconnaissance dans son regard. Jack Morrison, dit-elle d'un ton soigneusement mesuré. C'est inattendu. Bonjour, Jennifer. Je m'excuse d'interrompre votre journée de travail, mais j'espérais que nous pourrions parler de Sarah. L'expression de Jennifer est restée inchangée, mais j'ai perçu un léger resserrement autour de ses yeux. Que se passe-t-il avec Sarah? Je crois que vous savez ce qui se passe avec Sarah en point. Nous avons échangé un long regard silencieux. Finalement, Jennifer a soupiré et m'a fait signe d'entrer. Elle a fermé la porte derrière moi et a baissé les stores. Depuis combien de temps êtes-vous au courant, a-t-elle demandé. Je l'ai découvert hier soir. Vous, je m'en doutais depuis des mois. Je l'ai confirmé il y a environ 3 semaines lorsque je les ai vus ensemble à l'Eastland Park Hotel. Elle est restée assise derrière son bureau, les mains jointes. Je suis désolé,
Jacques. Je comprends que cela doit être dévastateur. Ça l'est. Cependant, à ce stade, je suis plus en colère que dévasté. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Jennifer, j'ai besoin de la vérité. L'entièreté de celle-ci. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelle est la gravité de la situation? Envisagent-ils d'abandonner leurs conjoints respectifs? Jennifer est restée silencieuse pendant un long moment, visiblement aux prises avec des loyautés contradictoires. Finalement, elle a parlé. Ils ont une liaison depuis environ 8 mois, bien que l'attachement émotionnel soit antérieur à cela. Derek prépare Sarah depuis plus d'1 an. Des projets spéciaux, des réunions privées, des voyages d'affaires qui n'avaient pas besoin de sa participation. Voyages d'affaires. Chicago, New York, Boston, invariablement pour le développement de la clientèle. Toujours exclusivement eux deux. L'entreprise allouait des chambres d'hôtel séparées, mais... Elle a haussé les épaules. Mais il n'en utilisait qu'une. Précisément. Et Sarah a manifesté une transformation depuis que cela a commencé. Plus sûre d'elle, plus exigeante. Elle a reçu une promotion il y a 6 mois pour laquelle elle n'était pas vraiment qualifiée. Derek a inventé le poste spécialement pour elle. J'ai ressenti la piqûre familière de la trahison. Sarah m'avait raconté sa promotion, exprimant sa fierté de l'avoir méritée par un travail acharné et du talent. Une autre invention. Qu'en est-il de la femme de Derek? A-t-elle des soupçons? Patricia? Non, je ne le crois pas. Elle est profondément impliquée dans ses activités philanthropiques et les activités des enfants. Derek a toujours été un bourreau de travail, donc les heures tardives et les voyages d'affaires ne lui semblent pas inhabituels. Et les associés de Derek? Sont-ils au courant de la situation? L'expression de Jennifer s'est durcie. Les associés de Derek pensent qu'il a fait des efforts supplémentaires pour décrocher de nouveaux clients, ils ignorent qu'il a utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour avoir une liaison. Cela doit vous mettre en colère. Vous n'en avez aucune idée. Le sang-froid professionnel de Jennifer s'est légèrement brisé. Êtes-vous au courant de ce que Derek Henderson m'a infligé il y a 6 mois? J'ai hoché la tête. Ray Sullivan m'a informé des détails. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Ray Sullivan, le détective. Jennifer a semblé perplexe. C'est un vieil ami. Il m'aide à rassembler des preuves pour la dissolution du mariage. Les yeux de Jennifer se sont écarquillés. Des preuves? Quelle forme de preuves? J'ai produit des copies de certains des documents que Ray m'avait présentés, les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, le calendrier des réunions qui coïncidaient avec les soirées tardives de Sarah. Jennifer a examiné attentivement les papiers, son expression s'assombrissant à chaque page. Fils de pute, a-t-elle murmuré. Il a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour certains de ses dîners. Et observez ceci. Il a facturé un week-end à Boston sur le compte de l'entreprise, affirmant que c'était pour le pitch de Morrison Industries. Morrison Industries? Un client que nous nous efforcions de décrocher. La réunion de présentation s'est déroulée un vendredi, mais Derek et Sarah sont restés jusqu'au dimanche, en facturant tout à l'entreprise. Les repas à l'hôtel, même le service en chambre. Le service en chambre pour 1 ou 2 chambres? Selon ceux-ci, une seule chambre. Une suite au Four Seasons. Jennifer me regarda. Jacques, ce n'est pas juste une liaison, c'est un détournement de fonds. Derek a détourné de l'argent de sa propre entreprise pour financer sa relation avec votre femme. J'ai ressenti une bouffée d'exaltation. C'était exactement ce que Ray et moi recherchions. Des preuves qui démantèleraient Derek professionnellement, et pas seulement personnellement. Jennifer, j'ai besoin de votre aide. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, m'examinant. Quel genre d'aide? J'ai besoin d'accéder à l'agenda de Derek, à ses emails, à ses notes de frais. J'ai besoin de preuves qu'il a utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Je ne peux pas simplement vous donner des informations confidentielles sur l'entreprise, Jacques. Je pourrais renoncer à mon emploi. Vous pourriez aussi obtenir justice pour ce que Derek vous a fait. Jennifer resta silencieuse pendant un long moment, visiblement tiraillée. Finalement, elle parla. Ce que Derek m'a infligé n'était pas seulement des mauvais traitements sexuels. Il m'a fait me sentir impuissante. Humiliée. Et quand j'ai essayé de résister, il m'a indemnisé et m'a obligé à signer un accord de confidentialité. Cependant,
si la position professionnelle de Derek est anéantie, s'il perd son poste dans l'entreprise, cet accord n'aura plus beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Un sourire progressif illumina le visage de Jennifer. Non, il n'en aura pas. Elle se tourna vers son ordinateur et commença à taper. Je ne peux pas vous donner un accès direct au compte de Derek, mais je peux imprimer des notes de frais et des entrées de calendrier. Hypothétiquement parlant, si ces documents tombaient accidentellement entre de mauvaises mains, hypothétiquement parlant, ces documents pourraient se retrouver chez les partenaires commerciaux de Derek et chez sa femme. Et peut-être le fisc. S'il y avait des conséquences fiscales, ce serait malheureux pour Derek. Nous avons collaboré pendant l'heure qui a suivi avec Jennifer, en imprimant des mois de notes de frais, d'entrées de calendrier et de journaux de mai. Les preuves étaient irréfutables. Derek avait imputé des dépenses personnelles sur le compte de l'entreprise, avait programmé de fausses réunions avec des clients pour dissimuler ses liaisons et avait utilisé sa position pour accorder à Sarah des promotions et des primes non méritées. Il y a un élément supplémentaire, déclara Jennifer en me présentant la dernière pile de papier. Derek a dit à ses partenaires qu'il était sur le point de décrocher un nouveau client important, Coastal Development Group. Ce serait un compte de 10 millions de dollars. L'est-il? Le client est inexistant. Derek l'a inventé pour justifier son activité accrue récente. Ses partenaires s'attendent à ce qu'il annonce l'accord lors de la retraite de l'entreprise le mois prochain. Que se passe-t-il s'il n'est pas en mesure de le réaliser? Il perd son partenariat et risque d'être poursuivi en justice par ses partenaires commerciaux pour fraude. J'ai ramassé tous les documents, mon esprit bouillonnant de possibilités. Cela dépassait mes attentes les plus audacieuses. Pas seulement des preuves de la liaison, mais la confirmation d'une faute professionnelle qui détruirait la carrière de Derek. Jennifer, je ne peux pas suffisamment exprimer ma gratitude pour cela. N'exprimez pas votre gratitude prématurément. Exprimez votre gratitude quand Derek Henderson aura ce qu'il mérite. Alors que je me préparais à partir, Jennifer me saisit le bras. Jacques, soyez prudent. Derek n'acceptera pas cela passivement. Lorsqu'il est acculé, il peut se montrer vicieux. Moi aussi, répondis-je. Moi aussi. J'ai rencontré Ray dans le hall et nous nous sommes dirigés en silence vers sa voiture. En entrant dans le véhicule, je lui ai présenté les documents que Jennifer nous avait fournis. Ray laissa échapper un sifflement bas en parcourant les papiers. C'est une mine d'or, Jacques. Avec ces preuves, nous pouvons détruire la carrière de Derek Henderson, son mariage et potentiellement le condamner à la prison pour détournement de fonds. Quelle est notre prochaine manœuvre? Nous organisons tout, nous construisons une chronologie, puis nous commençons les révélations stratégiques. D'abord aux partenaires commerciaux de Derek, puis à sa femme, ensuite aux autorités. Qu'en est-il de Sarah? L'expression de Ray se durcit. Sarah découvrira que les actions engendrent des conséquences. Tous les deux le découvriront. En quittant l'immeuble de bureau, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction qui était absent depuis des mois. Derek Henderson et Sarah Morrison se croyaient exceptionnellement intelligents, exceptionnellement prudents, exceptionnellement intouchables. Ils étaient sur le point de réaliser l'ampleur de leur erreur de jugement. Le règlement de compte était imminent, et j'avais l'intention de savourer chaque instant. 3 jours plus tard, j'étais prêt à exécuter ma manœuvre initiale. Ray et moi avions méticuleusement organisé toutes les preuves dans une chronologie exhaustive qui présentait une image accablante des transgressions professionnelles et personnelles de Derek Henderson. Nous étions en possession de reçus d'hôtel, de relevés de cartes de crédit, de fausses entrées d'agenda et de notes de frais qui démontraient un schéma clair d'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins de liaison personnelle. Cependant, avant de lancer une offensive à grande échelle, je voulais donner à Derek et Sarah une dernière occasion de se confesser. Pas par générosité. Je souhaitais simplement être témoin de leur fourberie une dernière fois avant d'orchestrer leur ruine. Par conséquent, j'ai contacté Sarah, lui demandant un rendez-vous au Murphy's Tavern à 18h. Un cadre neutre était nécessaire. Un lieu public où elle pourrait se sentir suffisamment en sécurité pour être sincère, ou du moins fournir suffisamment d'informations véridiques pour s'incriminer elle-même. Elle avait 10 minutes de retard, apparaissant anxieuse et trop bien habillée pour un établissement aussi modeste. Elle avait manifestement consacré des efforts considérables à sa présentation. Ses cheveux arboraient des mèches fraîchement appliquées, elle portait une nouvelle robe qui m'était inconnue et elle portait des bijoux coûteux qui avaient certainement dépassé nos moyens pendant notre mariage. « Jacques », dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi. « Merci de m'avoir appelé. J'espérais que nous pourrions converser. » « Vraiment ?
J'ai fait signe à la serveuse pour une autre bière. De quoi souhaitais-tu discuter, Sarah? De nous. De notre mariage. De la possibilité d'une réconciliation. J'ai scruté son visage, cherchant le moindre signe de contrition ou de sincérité véritable. Au lieu de cela, j'ai perçu du calcul. Elle manœuvrait, tentant de manipuler la situation à son avantage. Réconcilier quoi, précisément, ai-je demandé. La liaison. Je reconnais que mes actions étaient mauvaises, Jacques. Je me rends compte que je t'ai fait souffrir. Cependant, ce n'était pas dû à un manque d'affection pour toi. Cela venait d'un sentiment d'être enfermé. Un sentiment d'avoir besoin de quelque chose de plus dans ma vie. Quelque chose comme le membre de Derek Henderson. Sarah a reculé, choquée. S'il te plaît, évite cette vulgarité. Je suis précis. Tu as ressenti le besoin du membre de Derek Henderson dans ta vie, et tu t'y es adonné pendant 8 mois. Ce n'était pas seulement physique, a affirmé Sarah, se penchant en avant. Derek me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. Il apprécie mon intellect, ma créativité. Et ta volonté de forniquer avec lui dans des chambres d'hôtel pendant les heures de travail. Le visage de Sarah est devenu écarlate. Pourquoi es-tu si hostile? J'essaie d'engager une discussion mature sur notre relation. Notre relation? J'ai émis un rire amer, ce qui a fait que le couple à la table voisine a jeté un coup d'œil à Sarah. Quelle relation? Nous avons un accord légal que tu as violé en entretenant des relations sexuelles avec ton supérieur pendant 8 mois. Je veux sauver ça, a-t-elle plaidé désespérément. Nous pourrions suivre une thérapie. Nous pourrions. Réponds à une question pour moi, ai-je interrompu. Est-ce que tu couches encore avec Derek? La bouche de Sarah s'est ouverte et fermée, ressemblant à un poisson hors de l'eau. C'était une réponse suffisante. Tu le fais, n'est-ce pas? Tu forniques encore avec lui-même après que j'ai découvert la liaison. Même pendant que tu es assise ici à discuter de la possibilité de réparer notre mariage. C'est compliqué, Jacques. Tu ne comprends pas la situation. Je comprends parfaitement la situation. Tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux garder Derek pour l'excitation et les avantages financiers, tout en me gardant pour la sécurité et la respectabilité. C'est faux, Jacques. Je me suis penché au-dessus de la table, baissant la voix pour murmurer. Sarah, je suis parfaitement au courant de tout. Je connais les chambres d'hôtel, les voyages d'affaires inventés de toutes pièces, la promotion que tu n'as pas méritée, les cartes de crédit de l'entreprise que Derek utilise pour payer vos dîners. Je connais les pilules contraceptives, la lingerie extravagante, les rendez-vous au salon de beauté avant vos rencontres de l'après-midi. Le visage de Sarah s'est vidé de toute couleur. Comment je sais? Parce que je ne suis pas le simple mari ouvrier que Derek et toi imaginez. Je suis plus intelligent que vous deux, et j'ai méticuleusement rassemblé des preuves. Des preuves de quoi? D'infidélité, de détournement de fonds, de fraude, d'évasion fiscale. Fais ton choix. Sarah m'a regardé avec une consternation totale. Jacques, tu ne peux pas, je ne peux pas quoi? Révéler la vérité? Me protéger? M'assurer que Derek et toi fassiez face aux conséquences de vos actes? S'il te plaît, a murmuré Sarah. Si cela devient public, cela ruinera nos deux carrières. Derek pourrait être emprisonné. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de commencer tes escapades sexuelles dans des chambres d'hôtel financées avec l'argent de l'entreprise. Sarah a tendu la main à travers la table, saisissant ma main. Jacques, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je mettrai fin à ma relation avec Derek. Je démissionnerai de mon poste. Je me conformerai à tous tes vœux. J'ai baissé les yeux sur sa main serrée dans la mienne. La main qui avait porté mon alliance pendant 23 ans. La main qui avait caressé le corps d'un autre homme pendant que je me faisais berner avec ses prétendus retards au travail. Sarah, dis-je doucement. Il est trop tard pour de telles mesures. Bien trop tard. Je retirai ma main et me levai. Oh, et Sarah, tu pourrais informer Derek qu'il doit s'attendre à des visiteurs demain. Ses associés auront des questions plutôt intrigantes concernant ses notes de frais. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent dans une frénésie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais m'assurer que tout le monde fasse la connaissance du vrai Derek Henderson. Et de la vraie Sarah Morrison. Je déposai un billet de $20 sur la table et me dirigeai vers la sortie.
Sarah quitta précipitamment le box et me poursuivit. Jacques, attends. Nous pouvons arranger ça. Je me retournai pour la regarder une dernière fois. Sarah, tu as pris ta décision il y a 8 mois. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Cela nuira aussi à des innocents. La femme de Derek. Ses enfants. Tu aurais dû y penser avant de décider d'avoir une relation sexuelle avec un homme marié. Je poussai la porte et sortis dans l'air frais du soir. Les actes ont des conséquences, Sarah, tu es sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse. Je montai dans mon camion et m'éloignai, laissant Sarah debout sur le parking de la taverne Murphy, son téléphone portable collé à son oreille, probablement en train de contacter Derek pour l'avertir que leur monde était sur le point de s'effondrer. Excellent. Qu'il panique. Qu'il se démène pour limiter les dégâts. Ce serait futile. Le lendemain matin, les partenaires commerciaux de Derek Henderson seraient pleinement informés de la manière dont leurs collègues de confiance avaient détourné des fonds de l'entreprise. L'après-midi, Patricia Henderson serait au courant des activités de son dévoué mari pendant ses soirées tardives au bureau. Et le soir, toute la ville saurait que Derek Henderson et Sarah Morrison étaient des crapules trompeuses, menteuses et détournant des fonds, qui avaient enfin été démasqués. Je rentrai chez moi en traversant les rues sombres, me sentant plus revigoré que je ne l'avais été depuis des mois. Pendant trop longtemps, j'avais été la victime dans ce récit. Le mari trahi, l'idiot trompé, l'homme qui n'était pas assez bien pour sa femme ambitieuse. Mais les victimes ne recueillent pas de preuves. Les victimes ne construisent pas d'affaires judiciaires. Les victimes ne démantèlent pas systématiquement les individus qui leur ont fait du tort. Je n'étais plus une victime. J'étais devenu quelque chose de bien plus redoutable. J'étais un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. L'heure des comptes était imminente, et elle promettait d'être exquise. Je me réveillai le lendemain matin avec la satisfaction d'un homme qui attendait Noël depuis des mois. Aujourd'hui marquait le jour où le monde de Derek Henderson allait se désintégrer, et je possédais des places au premier rang pour assister à la destruction. Ray arriva précisément à 8 heures, apportant du café et un sourire sombre. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda-t-il. « Je suis prêt depuis la nuit où j'ai découvert ces SMS. » Nous nous rendîmes chez Henderson & Associates, où Ray avait organisé une réunion avec les associés de Derek, Michael Chen et Robert Walsh, le mari de Jennifer. Ils avaient accepté de nous rencontrer après que Ray leur eut fait savoir qu'ils possédaient des preuves d'irrégularité financière impliquant leur associé principal. La réunion était prévue à 9 heures dans la salle de conférence principale. Derek ne serait pas présent. Selon Jennifer, il avait appelé pour se déclarer malade ce matin, probablement en train de se remettre d'une gueule de bois induite par la session de gestion de crise que lui et Sarah avaient menée après ma conversation avec elle. Michael Chen était un homme mince et anxieux d'une 50aine d'années qui semblait souhaiter être n'importe où ailleurs. Robert Walsh était plus jeune, peut-être 40 ans, possédant le genre d'énergie agressive qui suggérait qu'il avait bâti sa carrière sur les malheurs des autres. « Messieurs, commença Ray, étalant nos preuves sur la table de conférence. Ce que je vais vous révéler va vous perturber. Votre associé, Derek Henderson, utilise les ressources de l'entreprise pour entretenir une relation extra-conjugale. Pendant l'heure qui suivit, Ray et moi avons présenté les preuves contre Derek. Les reçus d'hôtel débités sur les cartes de crédit de l'entreprise, les réunions clients fabriquées qui coïncidaient avec des rendez-vous galants l'après-midi, les voyages d'affaires qui étaient en réalité des escapades romantiques, et la promotion accordée à Sarah Morrison qu'elle n'avait pas méritée. Michael Chen pâlissait de plus en plus à chaque document. La mâchoire de Robert Walsh se serrait. Cela constitue un détournement de fonds, déclara finalement Walsh. Derek a volé à l'entreprise pour financer sa liaison. Cela empire, dirait, en produisant la chronologie que Jennifer nous avait aidé à créer. Derek vous a dit qu'il était sur le point de décrocher Coastal Development Group comme client. C'est un mensonge. L'entreprise n'existe pas, Derek l'a inventé pour justifier son indisponibilité fréquente. Les mains de Chen tremblaient alors qu'il examinait la correspondance fabriquée par Derek avec le client inexistant. Nous avons planifié notre expansion en nous basant sur cet accord supposé. Nous avons déjà embauché du personnel supplémentaire et signé un bail pour des bureaux additionnels. De quelle somme d'argent parlons-nous ? Demanda Walsh. Entre les dépenses détournées et les coûts associés à l'accord avec le client fictif, probablement près de 500 000 $, répondit Ray. Walsh frappa sa main sur la table. Ce fils de chienne. Nous lui avons fait confiance. Quelles sont nos options ? Demanda Chen.
Vous pouvez mettre fin à son emploi et tenter de récupérer les fonds par le biais d'une action civile, dirait. Alternativement, vous pouvez engager des poursuites pénales pour détournement de fonds et fraude. Quoi qu'il arrive, la carrière de Derek Henderson dans la publicité est terminée. Qu'en est-il de la femme avec laquelle il entretenait une liaison, demanda Walsh. Sarah Morrison. Elle était complice de la fraude, dis-je, prenant la parole pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle savait que les voyages d'affaires étaient fabriqués, elle savait que Derek utilisait les fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, et elle a accepté une promotion qu'elle ne méritait pas. Mettez fin à son emploi également, dit Walsh. Immédiatement. Je veux qu'ils soient tous les deux sortis de ce bâtiment d'ici la fin de la journée. Il y a un autre point, dirait. La femme de Derek n'est au courant de rien de tout cela. Elle mérite d'apprendre la vérité avant qu'elle ne soit rendue publique. Shane et Walsh échangèrent des regards. Vous avez raison, dit Shane. Patricia est une bonne femme. Elle ne devrait pas découvrir cela dans les journaux. Je me chargerai de cette conversation, dit Walsh. Patricia et ma femme sont amies. Il fallait que cela vienne de quelqu'un qu'elle estimait. À la fin de la réunion, un profond sentiment de satisfaction m'envahit. La phase 1 de la chute de Derek Henderson était maintenant terminée. À la fin de la journée, il serait sans emploi, confronté à des accusations criminelles et aux prises avec une épouse désormais consciente de son infidélité. Pourtant, j'étais loin d'avoir terminé. Ray et moi nous sommes rendus en ville jusqu'à la résidence de Derek sur le lac Sebago. Elle était encore plus grandiose en réalité, une vaste structure coloniale avec des terrains impeccablement entretenus et un garage pour 3 voitures. La BMW de Derek occupait l'allée, à côté d'une Mercedes blanche, appartenant probablement à sa femme. Il semble qu'ils soient tous les deux à la maison, observa Ray. Parfait. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue et avons attendu patiemment. À 11h30, le véhicule de Robert Walsh est entré dans l'allée. Il en est descendu, a ajusté sa cravate et s'est dirigé vers la porte d'entrée avec la résolution sombre d'un homme sur le point d'annoncer de terribles nouvelles. À travers les larges fenêtres avant, nous avons observé Walsh conversant avec Patricia Henderson dans ce qui semblait être le salon. Derek apparut quelques instants plus tard, toujours vêtu de son peignoir, le visage affichant confusion et alarme. La discussion dura environ 20 minutes. Nous n'avons pas pu discerner le contenu de leur échange, cependant, leur langage corporel en révélait le récit. Les mains de Patricia se portèrent à sa bouche dans un geste de choc. Derek tenta de s'approcher d'elle, mais elle recula. Walsh lui présenta une enveloppe manille, contenant sans aucun doute des copies des preuves. Par la suite, Patricia Henderson exécuta une action à laquelle je ne m'étais pas attendu. Elle s'avança calmement vers une table d'appoint, saisit un objet ressemblant à un vase en cristal et le lança à la tête de Derek. Derek se baissa et le vase se brisa contre le mur derrière lui. Purée, murmura Ray. Patricia Henderson a de la ressource. La dispute qui suivit était clairement visible à travers les fenêtres. Patricia cria, tandis que Derek tentait désespérément de s'expliquer. Walsh se tenait maladroitement dans un coin. Finalement, Patricia fit un geste vers la porte, ordonnant sans équivoque à Derek de partir. Derek disparut à l'étage, réapparaissant 10 minutes plus tard avec une valise. Patricia s'était barricadée dans une autre pièce. Derek s'attarda un moment dans l'allée, semblant perdu et vaincu, avant de monter dans sa BMW et de s'éloigner. Phase 2 terminée, déclarai-je avec satisfaction. Mon téléphone émit alors une sonnerie. Jennifer Walsh appelait. Jacques, Derek vient d'arriver au bureau. Il hurle sur Michael Shane, exigeant de savoir qui vous a fourni les documents financiers. Le personnel de sécurité est en route. Bien. Laissez-le faire une scène. Plus il y a de témoins, mieux c'est. Il y a autre chose. Sarah est également présente. Elle est dans le bureau de Derek, pleurant et emballant ses affaires. Le mot a circulé dans tout le bâtiment qu'ils sont tous les deux renvoyés. Quelle est la réaction du personnel? Vous plaisantez? C'est le potin le plus captivant que nous ayons eu depuis des années. Tout le monde en parle. L'histoire a déjà été diffusée à 3 autres entreprises du centre-ville. J'ai coupé la communication et me suis tourné vers Ray. Derek est au bureau, et il fait un véritable esclandre. Sarah fait ses cartons. L'histoire se répand comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires. Et demain, ce sera dans les journaux, ajouta Ray. Cadre publicitaire local licencié pour détournement de fonds et infidélité. Sa carrière est finie.
Nous sommes rentrés en voiture au centre-ville et nous nous sommes garés en face de Henderson & Associates. Comme prévu, la BMW de Derek occupait une place dans le parking, à côté de la Honda de Sarah. À travers les fenêtres des bureaux, nous avons observé des groupes de personnes rassemblées, discutant indéniablement du scandale. À 2h30, Derek est sorti du bâtiment, portant un carton. Son visage était rouge de colère et d'humiliation. Il a jeté le carton dans sa voiture avec une telle force que des papiers se sont éparpillés sur le sol du parking. Sarah est apparue 10 minutes plus tard, portant elle aussi un carton, mais son expression était radicalement différente. Elle semblait brisée, vaincue, comme une femme qui vient de réaliser que toute son existence s'est effondrée en une seule matinée. Ils se sont retrouvés à leurs véhicules respectifs et se sont engagés dans ce qui semblait être une conversation intense. Derek gesticulait avec colère, reprochant probablement à Sarah la catastrophe. Sarah pleurait, essayant vraisemblablement de sauver ce qui restait de leur relation. Finalement, Derek est monté dans sa voiture et est parti sans un regard en arrière. Sarah est restée seule dans le parking, serrant son carton d'affaires personnelles, l'épave de sa carrière et de son mariage éparpillée à ses pieds. J'ai éprouvé une sensation fugace qui aurait pu être de la pitié. Puis, je me suis souvenu de 8 mois de tromperie. 8 mois de trahison. 8 mois passés à être pris pour un imbécile. La pitié s'est dissipée. Ray et moi sommes allés au Murphy's Tavern pour fêter ça. Le bar même où toute cette saga avait commencé. Où j'avais appris la vérité sur la liaison de ma femme. Il semblait approprié d'y mettre un terme. Alors, quelle est la prochaine étape, a demandé Ray alors que nous nous installions dans une cabine avec nos bières. Procédure de divorce. L'avocat de Sarah tentera d'obtenir une pension alimentaire pour elle, mais avec les preuves que nous possédons de sa liaison et de ses fautes professionnelles, elle recevra très peu. Et Derek ? Derek est confronté à des accusations criminelles pour détournement de fonds. Sa femme va le ruiner financièrement lors du divorce. Sa carrière est finie, sa réputation est ruinée, et il risque probablement l'emprisonnement. Ray a levé sa bière. À la justice. Aux conséquences, ai-je corrigé. Nous avons bu dans un silence confortable 2 vieux amis qui avaient réussi à provoquer la chute de ceux qui avaient cherché à me détruire. Dehors, le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes rouges et dorées. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. « Jacques, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons discuter de ce qui va se passer ensuite. » J'ai supprimé le message sans répondre. Il n'y avait plus rien à discuter. Sarah avait fait ses choix, et maintenant elle en subissait les conséquences. Derek Henderson avait également fait ses choix. Il avait cru pouvoir exploiter sa position et sa richesse pour s'emparer de tout ce qu'il désirait, y compris la femme d'un autre homme. Il s'était cru intouchable, trop important et trop intelligent pour subir les répercussions de ses actes. Il s'était trompé. Ils s'étaient tous les deux trompés. Alors que j'étais assis dans ce bar miteux, enveloppé par l'odeur de la bière, des cigarettes et des honnêtes travailleurs, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas le bonheur. Cela viendra plus tard, peut-être, mais la paix. Le type de paix qui émane du sentiment que la justice a été rendue, que la balance a été équilibrée, que ceux qui vous ont fait du tort ont payé le prix de leurs actes. Derek Henderson et Sarah Morrison avaient cru pouvoir me trahir et s'en sortir indemnes. Ils m'avaient imaginé comme la victime silencieuse et digne qui supporterait en silence pendant qu'ils construiraient leur nouvelle vie sur les ruines de mon ancienne. Ils s'étaient trompés également sur ce point. Je n'étais pas une victime. J'étais un homme qui avait été lésé. Et j'avais veillé à ce que le tort soit réparé. Le règlement de compte était achevé.